Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, direction le large des côtes de la Nouvelle-Écosse, près d'Halifax. Mario, son acolyte Stéphanie et moi mettrons en lumière l'histoire d'un naufrage oublié, celui de l'Atlantique, propriété de la White Star Line, la compagnie maritime également propriétaire du célèbre Titanic. Pendant que Mario explore les restes de cette épave, je tente de comprendre pourquoi son histoire est si méconnue, même à ce jour. Mario, on se trompe pas, là. Le naufrage du Titanic, c'est le plus célèbre de l'histoire. Mais 29 ans avant le naufrage du Titanic, la White Star Line a perdu un autre navire ici, à Halifax, l'Atlantique. La même compagnie. Ouais. Je te dirais que malgré son importance, là, il a été oublié, il est extrêmement méconnu. Puis pourtant, il y a plus de 500 personnes qui ont perdu la vie. J'ai jamais entendu parler, en fait, compte de ce bateau-là. La nouvelle a fait le tour du monde. Ben, ça doit, c'est quand même important comme naufrage. C'est très important. Il y avait des immigrants à bord. Toutes les femmes sont décédées. Un seul enfant a survécu. Nous, on va se questionner, OK? Pourquoi ce naufrage-là, il a été oublié? Puis il reste quoi de ce navire luxueux-là sous l'eau, puis sur terre aussi? C'est un navire hybride, propulsé, machine à vapeur, puis il y avait aussi des voiles. Des voiles? Ah, oui. C'est un navire quand même tout neuf, construit en 1870 à Belfast. Fait que ça reste que c'est un magnifique paquebot de plus de 420 pieds. On va avoir un robot sous-marin avec nous autres. Ben ça, c'est super d'avoir un ROV, donc le robot, parce que ça me permet de mieux comprendre où je vais plonger, parce que souvent, c'est ça, hein? On perd du temps à chercher, tandis que là, si on descend sur des cibles données, ben au moins, on va pouvoir explorer autour. Ouais, Mario, on va lever le voile sur un autre mystère. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Pour commencer, je rencontre Bob Chalk, un historien qui en connaît beaucoup sur le désastre de l'Atlantique. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Il est aussi un important gardien de la mémoire de l'épave et de ses vestiges. Bob, là, on est où en ce moment ici? On est à l'endroit précis où sont enterrés les corps des victimes de l'Atlantique. Environ 277 corps se trouvent ici. En arrivant ici, ce qui m'a marqué, c'est la présence des nombreux récifs. Est-ce que le SS Atlantique a coulé non loin d'ici? Le naufrage s'est produit à environ 2 km à vol d'oiseau dans cette direction. On peut voir qu'il y a des rochers partout et de nombreux récifs aux alentours. Alors, il y a eu plusieurs naufrages par ici. Tout le long de la côte, des navires ont coulé. Le premier répertorié s'est produit en 1797 et ça n'a jamais arrêté depuis. L'Atlantique a coulé près de la côte. Mais est-ce qu'il reste beaucoup de vestiges du bateau au fond de l'eau? Il ne reste pas grand-chose au fond de l'eau actuellement. Si vous ne saviez pas à quoi ressemble une épave sous l'eau, vous pourriez facilement passer à côté sans la voir. Bob m'amène ensuite au Centre d'interprétation de l'Atlantique, un endroit où sont regroupés plusieurs artefacts du paquebot et qui ont été découverts et préservés au fil des ans depuis son naufrage. Vous avez vraiment une belle collection qui mériterait d'être connue à travers le Canada, parce que ce désastre-là a été oublié avec le temps. Est-ce qu'à bord de l'Atlantique, il y avait des marins qui avaient déjà navigué dans ce secteur ici, qui connaissaient la nature dangereuse des côtes canadiennes d'Halifax? En fait, il y avait 5 officiers de pont à bord pour s'occuper de la navigation et de la conduite du navire. Mais aucun d'entre eux ne s'était jamais rendu à Halifax. Cette nuit-là, c'est le second officier qui était responsable du bateau. Alors, en plein milieu de la nuit, il était à bord de ce navire qui transportait près de 1000 personnes. Il n'était jamais venu ici et il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Est-ce que ça, c'est du charbon provenant de l'Atlantique? Oui, c'est du charbon qui provient de l'Atlantique. Le navire a quitté Liverpool avec environ 1100 tonnes de charbon à bord. Mais les réserves ont baissé à 127 tonnes.
Ils ont donc cru, à tort, qu'ils n'avaient pas assez de charbon pour se rendre à New York. On sait maintenant qu'ils en auraient eu suffisamment. Mais c'est pour ça qu'ils sont venus à Halifax. Beaucoup de gens pensent que c'était la destination finale du bateau, mais non. Ils voulaient simplement trouver du charbon quelque part et Halifax était la ville la plus proche. Il y a peu de gens au Canada qui connaissent l'histoire de l'Atlantique. C'est très méconnu. Est-ce que c'est à cause que la White Star Line a voulu étouffer l'affaire avec le nombre de victimes à l'époque qui était quand même assez important? C'est l'un des plus grands naufrages de l'histoire du Canada. En fait, ils ont fait comme si l'Atlantique n'avait jamais existé. Si on regarde les dossiers de l'époque, les publicités, les relevés faisant la liste des navires de la compagnie, on ne retrouve aucune trace de l'Atlantique. Il a été enlevé partout où c'était possible. Et ce n'est pas seulement la White Star Line qui a effacé toutes les traces, mais toute la communauté maritime du Royaume-Uni. C'était un tel scandale qu'un navire flambant neuf avec autant de passagers à bord ait fait naufrage par simple incompétence. Tout le monde aimait mieux faire semblant que ce n'était jamais arrivé. Avec tout ce que je vois ici en ce moment, je vais rester ici. Je n'irai pas avec vous autres en mer. On se parlera plus tard, mais là, pour le moment, moi, j'ai vraiment envie de découvrir d'autres artefacts. Il y a encore beaucoup à apprendre sur l'Atlantique. Alors, je vais aller rencontrer Mario et Tony, qui s'apprêtent à plonger. Qui sait ce qu'on va découvrir? Hey, comment ça va? Quelle belle journée! Je te présente Mario. Bonjour Mario. Et Stéphanie. Stéphanie, content de te rencontrer. Quelle superbe journée. Je n'en reviens pas. Il ne vente pas, l'eau est calme et la visibilité est bonne. Et on a des gens talentueux et un beau bateau en plus. On plonge en nitrox, donc c'est un mélange gazeux qui nous permet de rester plus longtemps à cette profondeur-là. Ça va jusqu'à une centaine de pieds. Écoute, c'est excitant, tout ça. Hein? Une épave, là, c'est fascinant. Je m'appelle Tony, je m'occupe de la plongée aujourd'hui. Je suis chef de bord et plongeur. Mario et Stéphanie vont plonger pour explorer l'épave de l'Atlantique. On va descendre à environ 45 pieds sous l'eau pour arriver au fond, où les chaudières du bateau se trouvent. Puis, on va aller vers la droite pour voir une pile de vaisselle cassée. On peut voir ici une méduse à crinière de lion. Il y en a beaucoup par ici. Vous en avez sûrement déjà vu. Soyez prudents, gardez l'œil ouvert parce que si un de leurs tentacules atteignait votre régulateur, il pourrait piquer votre lèvre supérieure. Les méduses sont le repas préféré des immenses tortues luttes qu'on retrouve par ici. Si jamais vous voyez des sacs de plastique dans l'eau, on va les ramasser parce que les tortues les confondent avec des méduses et peuvent en mourir. OK? Allons-y! C'est fou comment c'est très, très sinueux. Puis c'est rempli d'îles. Hein? C'est toutes des îles, une à côté de l'autre. Et t'es obligé de tracer un chemin là, pour contourner ces îles-là. Puis il y a plein de hauts fonds. On voit là qu'il y a plein de roches dans l'eau. C'est quand même identifié par des bouées, là. On voit les bouées rouges, les bouées vertes, mais il faut que tu connaisses le coin ici pour pouvoir circuler là-dedans, là. On surnommait autrefois ces rochers les faiseurs de veuves parce qu'il était impossible de les voir sans sondeurs sophistiqués. Alors ils arrachaient carrément le fond des bateaux. Autour de la côte, près de la Nouvelle-Écosse, du Cap-Breton, de Terre-Neuve, on a répertorié à ce jour environ 5000 épaves. Mais on estime qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 25 000. Il y a longtemps, des pirates, des pêcheurs étrangers et des commerçants de Rome ont tous fait naufrage ici aussi. Donc, en réalité, on ne sait pas du tout combien il y en a. À l'approche du site du naufrage, l'émotion est palpable. Difficile de ne pas penser aux centaines de personnes qui ont perdu la vie ici même et en quelques minutes à peine. Au retour à Secret des profondeurs,
Quand c'est nuageux, souvent, il y a des requins blancs qui sont dans le coin. Puis justement, des fois, tu peux pas plonger ici parce qu'il y a trop de requins blancs. C'est trop dangereux. Mario est parti en mer sur le site du naufrage de l'Atlantique. De mon côté, je rencontre Travis Humphrey, un descendant de ceux et celles qui ont secouru les passagers durant cette nuit tragique. Dans une mer glaciale et agitée, ces héros ont réussi à rescaper quelques passagers épuisés et paniqués. Je m'appelle Travis Humphrey. Je suis né et j'ai grandi ici, dans la communauté de Lower Prospect. Les histoires qu'on m'a racontées viennent de ma grand-mère, qui les a entendues de ses frères et sœurs et de ses parents. On m'a raconté l'histoire du sauvetage de ces naufragés qui ont été amenés sur l'île par les habitants de la communauté. Des gens d'ici qui ont sauté dans leur bateau pour ramer jusqu'à la scène du naufrage, à 15 ou 20 minutes de là, pour venir en aide à ces pauvres âmes qui essayaient d'atteindre la rive. Ma grand-mère m'a aussi raconté ce qui s'est passé après les événements. La communauté s'est rassemblée et les gens pleuraient en réalisant ce qui venait de se produire. Ils ont réalisé l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Je ne crois pas que les gens sont en mesure de comprendre l'ampleur de cette catastrophe. On entend seulement parler des naufrages célèbres, ceux qui ont été transformés en films populaires et tout ça. Mais cet événement est aussi une page très importante de l'histoire. On va faire ce qu'on appelle une plongée de reconnaissance. On va s'assurer que tout va bien, que la caméra va bien, qu'on est complètement à l'aise dans cet élément-là. Après ça, on va aller sur vraiment des points spécifiques pour savoir qu'est-ce que Sam, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut comprendre. Moi, je suis ses yeux, donc tout simplement, c'est lui qui a des points spécifiques à aller voir. C'est ce qu'on va faire durant la première plongée. On est maintenant sur le site de l'épave. À ma gauche, c'est l'endroit où le navire a frappé les rochers. Et à ma droite, on voit l'océan à perte de vue. C'est l'océan Atlantique dont les eaux sont toujours agitées. En cette nuit fatidique, le 1er avril 1873, le bateau et son équipage arrivaient à toute allure, sans trop savoir où ils étaient. Tout à coup, crash! Ils ont frappé les rochers. Sous l'impact, le bateau a grimpé sur le rocher et y est resté accroché. Il y avait environ 40 ou 50 pieds d'eau en dessous de lui. Le navire a coulé particulièrement rapidement jusqu'au fond, à 40 pieds de profondeur. À l'arrière se trouvaient les femmes célibataires qui sont toutes mortes dans leur lit. Au milieu du navire, il y avait les familles et à l'avant, l'équipage et les hommes seuls. Alors, toutes les femmes à bord ont péri. Quelques minutes après l'impact, tout le monde s'est mis à courir pour tenter de monter sur le pont. Mais dès qu'ils se sont mis à sortir, le bateau, qui était accroché sur le rocher, a basculé vers la mer et a commencé à s'éloigner de la terre ferme. Les gens ont été aspirés par la mer. Les vagues ont envahi le pont et ils se sont retrouvés dans l'eau. Et ils avaient maintenant un navire de 440 pieds qui leur bloquait le chemin vers le rivage. Évidemment, ils ne savaient pas où se trouvait le rivage. Ils ne savaient rien du tout. Ils dormaient juste avant de se retrouver dans cette situation.
Ouais, il y a du stock ici. C'est fou. Comment est-ce que c'est éparpillé, hein? Ouais, c'est incroyable. Des morceaux, C'est partout, partout. au moins sur 100 mètres de longueur, sortant. C'est tout défait, là. C'est tous les morceaux défaits. C'est un méchant bateau. C'est un gros bateau. Donc, t'as vu les chaudières, là? Oui, au bout, là, quand on Ouais. Il y avait des petits morceaux de bois. Il y a de la vaisselle cassée, hein. Ouais, c'était Beaucoup, là. Beaucoup de plastique, des morceaux de porcelaine, là. Puis c'est un bateau avec beaucoup, probablement de marchandises. Mais ça, c'est tous des morceaux de métal. Puis t'as vu aussi, quand même, le morceau de métal, il a pris la couleur des coraux, là. Peut-être le rose, là. Ça fait plus de 100 ans, là. Tu fois? Non, mais à la fin, je commence un peu, là. Ah, l'eau est juste à 3-4 degrés, hein. C'est ça. Mais on n'a pas vu de requin. Tony nous a dit tantôt, avant notre première plongée, que quand c'est nuageux, parfois, comme souvent, il y a des requins blancs qui sont dans le coin. Il disait qu'il y avait beaucoup de méduses, puis quand il y a beaucoup de méduses, il y a beaucoup de tortues luttes, puis les requins sont intéressés par ça. Puis justement, des fois, tu peux pas plonger ici parce qu'il y a trop de requins blancs dans les environs. C'est trop dangereux. Au retour à Secret des profondeurs. Le brouillard commence à se déplacer vers nous. Il arrive de l'océan Atlantique et il va nous entourer complètement. On bouge. Le brouillard commence à se déplacer vers nous. Il arrive de l'océan Atlantique et il va nous entourer complètement. Alors c'est probablement mieux de lever l'ancre et de partir d'ici avant qu'il ne devienne trop épais. C'était bien clair. Puis là, on voit presque rien. Fait qu'on va bouger très rapidement. On voit ce genre de brouillard très souvent ici. C'est pour ça qu'il y a autant d'épaves dans cette zone de l'Atlantique. Le brouillard apparaît et on ne peut plus voir les îles ou les rochers. C'est ce qui rend cet endroit encore plus effrayant. On bouge! C'est vraiment une des choses au niveau de la sécurité qu'il faut vraiment observer quand on plonge. Tu sors à 100 pieds ou 150 pieds du bateau, puis à cause de la brume, bien sûr qu'on ne voit pas le bateau, ben là, ça peut être catastrophique. Devant le danger qui nous guette, on retourne à quai pour éviter un autre naufrage. Je vais appeler Sam pour lui dire ce que j'ai vu au fond de l'eau, mais surtout le mettre au courant de la situation. Hey, salut Sam! On vient de sortir de notre première plongée. Écoute, il y a du stock là, mais tu sais, c'est éparpillé, là. Tu sais, tu peux pas dire si c'est un bateau ou un train ou un avion. On a filmé les ballers. Tu sais, c'est très difficile je dirais, de trouver un coin du bateau qui montre quelque chose qui pourrait identifier, là. Fait que là, Mario, ce que je comprends, c'est que tu as vu les chaudières, mais t'as-tu vu l'arbre d'hélice? Oui, on a vu l'arbre d'hélice, on est descendu dessus, donc on voit la grosseur, c'est gros, là. C'est un énorme bateau, là, tu sais. Puis en sortant, bien, écoute, la brume arrivait à une vitesse incroyable. On ne pourra pas faire la deuxième plongée parce que c'est difficile de rentrer, là, puis même, c'est très dangereux si jamais qu'on sort, puis qu'il y a de la brume, puis qu'on ne voit pas le bateau, puis qu'il ne nous voit pas, là. Tu sais, la preuve, Mario, c'est que ce secteur-là, il est dangereux. Ouais. Toi, tu l'as vécu, là? Exactement. Quand on était dans le fond, ben, tu peux pas passer à côté aussi de penser à cette nuit de naufrage-là. Là. Écoute, là, c'est... À un moment donné, j'avais froid un petit peu au petit doigt, puis je me dis, hey, écoute, arrête de la monter, hein? Donc, Sam, ce qu'on va faire, là, c'est que je vais aller garder quand même mes images, là, parce que ça reste que c'est une caméra, hein, c'est de la mécanique. On va voir qu'est-ce que ça donne, puis en même temps, garder les images du ROV. Oh, ben tiens-moi au courant, Mario. Moi, je continue ma quête sur le terrain. Je vais aller rencontrer un météorologue connu de la région ici. Il va essayer de démystifier un peu tout ce qui entoure la météo changeante autour des côtes d'Halifax. Super. C'est près du port d'Halifax que je retrouve le météorologue Ryan Snowden. Il pourra sûrement m'en apprendre un peu plus sur la météo instable de la région, sûrement responsable du nombre élevé de naufrages en Nouvelle-Écosse.
Je suis vraiment content de te rencontrer ici à Halifax. Là, je vais te parler à mon équipe. Ils ont dû annuler la deuxième plongée parce que le brouillard s'est levé soudainement. Fait que moi, j'aimerais ça savoir, c'est-tu courant, ça, ici à Halifax, que la météo change radicalement comme ça? Absolument. À Halifax, la température change non seulement d'une journée à l'autre, mais d'une heure à l'autre. Halifax, et la Nouvelle-Écosse en général, se trouve à un endroit tout à fait unique. On est sous l'influence de 3 masses d'air principales. Il y a la masse d'air maritime polaire, la masse d'air maritime tropicale et la masse d'air continentale polaire, qui peuvent influencer la température et changer la météo en un clin d'œil. On est à la merci de l'océan. Et donc, ce qu'on voit souvent, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un vent chaud et humide du sud qui se heurte à la température fraîche de l'océan. C'est ça qui produit du brouillard et qui fait en sorte qu'Halifax est l'un des endroits les plus brumeux au monde. Nous, on s'intéresse au naufrage de l'Atlantique, bateau qui a sombré en 1873, près des côtes. Il faut s'imaginer que lui a été pris en pleine tempête, visibilité réduite, mer agitée, puis naviguer dans un secteur où il y avait beaucoup de rochers immergés, fait que c'était très hasardeux. Il faut s'imaginer essayer de naviguer à travers ces rochers avec la marée qui monte ou qui descend, selon l'heure de la journée, et le brouillard qui approche ou s'éloigne. C'est un autre facteur important à prendre en compte. Quand le soleil se lève, le brouillard se retire souvent vers la côte, plus loin encore que les îles là-bas. Puis, au coucher du soleil, le brouillard revient et persiste dans toutes ces petites baies et criques. Selon la marée, il peut englober toutes les îles et rendre la navigation extrêmement difficile. Même avec toute la technologie d'aujourd'hui, c'est un énorme défi pour l'industrie du transport maritime et les gens qui naviguent près de la côte. Bien, merci, Ryan. Tu nous confirmes que c'est difficile autant de naviguer que de plonger dans ce secteur-là. Ça m'a fait plaisir, merci. On voit beaucoup de débris en arrière-plan. Et je crois bien qu'on a ici les restes de l'hélice. Quand le navire a percuté les rochers, l'hélice tournait encore, alors les pales ont été arrachées. Il y en avait 4 en tout et elles ont été projetées dans des directions différentes. Elles mesuraient 11 pieds chacune. Each one. C'est ça, Honeybee. C'est vraiment, tu vois, la courbe de la pente. Et ça, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de cordes parce qu'il y en a qui pêchent au bord, hein, dans ce coin-là. Puis les caches, les casiers se font prendre dans les pièces de métal. Puis ça, il faut toujours, nous, faire attention en plongée quand on plonge dans des endroits où il y a des cordes comme ça parce qu'on peut s'enchevêtrer. Et c'est pour ça qu'on porte toujours des couteaux de plongée. Contrairement au naufrage du Titanic, le désastre de l'Atlantique est resté trop longtemps dans l'oubli. Cette catastrophe d'une grande envergure dans l'histoire maritime du Canada mérite d'être davantage connue, même si la White Star Line a tout fait pour tenter d'étouffer l'histoire. Mettre en lumière ce naufrage est important pour conserver le souvenir de cette tragédie tout d'abord, mais aussi et surtout pour honorer la mémoire de ces femmes, hommes et enfants qui ont laissé leur vie.